On va revenir sur cette loi immigration, je l'évoquais dans le sommaire. Emmanuel Macron en a longuement parlé hier. Une loi certes imparfaite, mais qui selon lui va être le bouclier pour protéger les Français. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'a dit Emmanuel Macron? On l'écoute d'abord, on en débat ensuite. J'ai aussi beaucoup de respect pour tous les députés de la majorité qui ont voté une loi qui n'était pas une loi dont ils aimaient toutes les dispositions, mais dont ils ont considéré que c'était une loi utile pour le pays. Et au fond, un bouclier qui nous manquait, on y reviendra. On y reviendra longuement. Je pense que quand on gouverne, qu'on a des responsabilités éminentes, en effet, on a le droit de se poser des questions. Parce qu'on est citoyen, mais ces responsabilités nous obligent. Voilà, des responsabilités qui nous obligent et un bouclier qui protège les Français. En quoi, Louis de Ragnel? Non, c'est pas un bouclier qui protège les Français, tout le monde le sait. Ça permettra d'expulser un petit peu plus, ça permettra pas de faire rentrer moins. Ouais. C'est ça le fond du sujet. Il n'est question que d'immigration illégale, de clandestins qui sont déjà arrivés chez nous. Mais il n'y a rien sur les mesures de protection pour empêcher qu'ils puissent venir chez nous. Et deuxièmement, il n'y a rien sur le volet, ou quasiment rien sur l'immigration légale, puisque de toute façon, il y avait une disposition, c'était éventuellement le vote de quotas annuels pour l'immigration légale, mais Emmanuel Macron nourrit l'espoir que le Conseil constitutionnel retoque cette disposition. C'est ça qui est surréaliste, c'est de faire voter une loi en espérant que le Conseil constitutionnel la détricote. Il y avait plus de 90 articles. Non, il y a trois moyens d'agir sur l'immigration. C'est le facteur push, c'est on empêche les gens de partir d'Afrique notamment. On n'a pas trop les moyens d'agir là-dessus. Enfin, c'est par l'aide au développement, etc. Le facteur pull, c'est-à-dire ce qui les attire chez nous. C'est un peu ce que fait cette loi en essayant de réduire les allocations, etc. Moi, je pense que c'est un peu illusoire parce que les gens qui viennent d'Afrique chez nous, et la preuve, ils vont en Angleterre où il n'y a pas les mêmes aides, etc. C'est bien pour l'économie et pour l'État-providence, mais c'est pas forcément. C'est les anglophones qui vont en Angleterre. Ceux qui viennent d'Afrique francophone viennent en France. Non, mais il y a un autre facteur qui est quand même un peu essentiel et oublié. Ça s'appelle la frontière, en fait. Cette frontière, nous n'avons pas de frontière en fait en France puisque nous sommes dans l'espace Schengen et c'est quand même la base. Et cette semaine. C'est passé complètement inaperçu, mais il y a une décision qu'on a appris médiatiquement, c'est que les Pays-Bas ont levé leur veto pour l'entrée de la Bulgarie dans Schengen. Donc Schengen non seulement ne va pas être réformée, mais va être ouverte à un nouveau pays qui s'appelle la Bulgarie et qui a une frontière avec quel pays? Avec la Turquie. La Turquie où se massent des millions de réfugiés et des millions de migrants. Donc on peut faire ce qu'on veut dans notre pays si on reste dans l'espace Schengen et que nous avons désormais une frontière de plus avec la Turquie, parce que nous avons déjà une avec la Grèce. Tout cela ne sert à rien. Éric Revel, oui, moi j'aurais été très intéressé par poser une question au président de la République, puisqu'il l'avait dit pendant sa campagne électorale. On va l'inviter, vous inquiétez pas. Ça fait plaisir. Qu'il voulait revoir l'espace Schengen, vous vous souvenez? Il avait dit il faudra re-regarder ça. Mais si vous n'abordez pas la question de l'espace Schengen, votre bouclier n'est qu'une passoire. En réalité, pardonnez-moi, ceux qui ont joué au chevalier s'en souviennent. On ne prend pas une passoire pour se faire un bouclier. Il y a ça, et puis il y a l'autre chose dont on parle peu, on en a parlé un peu hier soir, ma chère Laurence, c'est le pacte migrants-asile, qui a été enfin européen après des années et des années et des années, avec 3 mesures essentielles. 1, meilleur filtrage à l'espace Schengen. Bon, Eugénie vient de nous dire ce qu'il fallait en penser. 2, des centres fermés pour... et 3, l'obligation pour les pays d'accepter des quotas de migrants de pays européens sous pression. Donc en réalité, sous peine d'amende. Sous peine d'amende. Donc en réalité, si vous voulez, 20 000 € pour un migrant recruté. Non mais en réalité, cette loi immigration qui fracture le pays, qui fait rire ou qui fait pleurer, en fait, elle n'a pas beaucoup de poids face au fameux pacte migrants-asile qui vient d'être signé à Bruxelles. Et dont Mme von der Leyen dit qu'il est historique. Méfiez-vous. Justement, il est historique. Je vais essayer de résumer. Selon le président de la République, c'est une loi qu'il fallait voter, qui est vraiment très intéressante, mais qu'il va falloir corriger. Selon la Première ministre, c'est une loi qu'il fallait voter, mais qui va être complètement détricotée par le Conseil constitutionnel. C'est une loi qui devait rassembler le maximum de suffrages, mais il ne faut pas compter ceux du Rassemblement national. Et si je résume le tout, c'est une loi très importante, mais qui va servir à rien, puisqu'elle ne s'attaque pas au véritable problème. Moi, je résume, on est chez les fous. Malheureusement, c'est les fous français. C'est notre pays, malheureusement. Oui, et on l'aime. Rachel Kahn, un mot. Ça fracture notre pays, mais ça fracture aussi l'Allemagne. Exactement de la même manière, avec eux des problématiques où ils ont accueilli 1 million d'Ukrainiens et 1 million de Syriens. En 2015-2016. Voilà, exactement. Après, moi, je serais moins sévère que vous, notamment parce que c'était une réponse du président de la République à la gauche, cette gauche qui nous parle des valeurs républicaines, qui nous dit que cette loi, c'est
issu de Pétain, quasiment. La loi est dure depuis Vichy. Voilà. Et puis avec cette lettre, où c'est une pétition signée Annie Ernaux, Éric Cantona. Dans l'Humanité. En plus, l'Humanité... Artiste et sportif. Artiste, oui. Non, mais c'est pour dire que cette loi est ignoble et qu'il faut rentrer dans cette désobéissance civile par rapport à la loi. Et ça, je trouve salutaire que les présidents aient pu s'exprimer là-dessus aussi. Alors justement, vous parlez de désobéissance civile. Il y a 32 départements qu'on dit qui rentraient en dissidence, quasiment, qui n'appliqueraient pas cette loi immigration. La CGT réfléchit à des actions d'ampleur. Elle appelle à la désobéissance civile. Où est-ce que ça va nous mener? On va juste écouter Bruno Le Maire, qui était l'invité ce matin de nos 2 antennes chez Sonia Mabrouk, qui dit que la loi doit être respectée dans notre pays, une lapalissade, mais que tout le monde, visiblement, n'a pas bien comprise. La loi s'impose à tous, surtout quand on est élu. On est élu par le peuple français. Ces lois sont adoptées par le peuple français, par les représentants du peuple français, qui sont dépositaires de la souveraineté nationale. Donc c'est très sympathique de mettre la main sur le cœur, de dire je vais m'opposer. Mais il y a une démocratie, il y a un peuple, il y a des représentants du peuple et il y a une souveraineté populaire. Et je pense qu'il est bon que tout le monde respecte les décisions de la souveraineté populaire, en particulier les élus. Eugénie Bastier, là-dessus? Il a totalement raison. Et je voudrais souligner d'ailleurs que les mêmes qui appellent à la sédition vis-à-vis de la loi concernant cette loi immigration sont les premiers à hurler au non-respect de l'état de droit quand on remet en question la CEDH ou la primauté du droit européen. Primauté du droit européen et de la CEDH et de décisions prises par les juges qui, pour le coup, ne relèvent pas de la souveraineté populaire et sont complètement arbitraires, n'ont jamais été décidées par le peuple. Et là, alors là, c'est abominable, on remet en question l'état de droit. Et quand là, on demande d'appliquer la loi républicaine votée à l'Assemblée, ces gens-là refusent. Mais après, il ne faudra pas s'étonner. Enfin, quels arguments ils auront pour s'opposer quand il y aura une droite ou une extrême droite qui voudra remettre en question le droit? Enfin, il n'y aura plus d'arguments. Voilà. Éric Revel, vous rajoutez un mot et on a une mémoire de poisson rouge parce que dans les années 70-80, c'était plutôt la gauche et les syndicats qui étaient opposés à l'immigration, alors que la droite et le patronat libéral étaient plutôt pour l'immigration. On est complètement à front renversé. Et quand vous grattez un petit peu plus, puisqu'on parlait de Pétain, cette loi, ce serait du pétainisme pur jus. 1931, loi votée par la SFIO, je regardais, sur la préférence nationale en matière de travailleurs, avec limitation du nombre de travailleurs étrangers qui doivent rentrer en France. Regardez, vous verrez, c'est une loi de 1931. C'est les socialistes, c'est la SFIO, si vous voulez. Georges Marchais, le Parti communiste qui balançait des bulldozers pour casser des foyers Sénacotrat de travailleurs immigrés dans l'intérieur desquels il y avait des Maliens. On a oublié tout ça. Et même plus récemment, Édith Cresson, première ministre, d'ailleurs socialiste de la France, qui avait fait adopter le fait que les candidats pour les demandes d'asile ne puissent pas travailler parce que ça privait les Français de travail. Et c'est elle qui a fait prendre cette décision. Enfin, c'est pour ça qu'on a l'impression de marcher un peu sur la tête. Bruno Le Maire a 100 fois raison de le dire, de le marteler et de le rappeler. La loi s'applique à tous. Il faut quand même rappeler une chose, c'est peut-être un détail pour certains, mais en fait, les départements sont financés par des dotations de l'État central. Donc, ils doivent leur argent à l'État central. Ils doivent leur argent aussi au vote des députés, des sénateurs. Je salue quand même ce qu'a dit Dominique Bussereau, qui est le président de l'Association des départements de France et qui a appelé quand même ces départements à appliquer la loi. Et il y a juste quelque chose qui m'amuse. Si demain, le département des Alpes-Maritimes qui subit tout ce que... au moins un tiers des mineurs isolés français décidaient de dire « Moi, je ne finance plus les mineurs isolés, je ne finance plus les collèges, je ne finance plus l'aide sociale à l'enfance. » L'État se révoltait. Mais imaginez, et là, pour le coup, tous les autres crieraient à la sédition, crieraient au séparatisme, crieraient il y a un putsch d'extrême droite, tout le monde ferait des pétitions, organiserait des chansons. Et c'est pour ça que je trouve vraiment, ils sont caricaturaux et c'est pathétique parce que en plus, d'ailleurs, ils expliquent, si la loi est votée, eh bien ils feront un bidouillage, un jeu d'écriture. Et en fait, ça va rien leur coûter de plus ou de moins. Ce que l'État ne leur permettra pas de donner à ces gens-là, ils le donneront en subvention. Voilà. Rachel, vous voulez rajouter un mot ou je passe la parole à c'était simplement un mot sur peut-être que le seul héritage de Georges Marchais, ils ont gardé, c'est un scandale, c'est le seul truc que vous arrivez à dire. Voilà. C'est pas faux.
Non, mais il y a quelque chose qui s'installe comme mode de pensée qui n'est pas tolérable. C'est grave. L'extrême gauche essaye la voie légale et quand ils sont mis à la porte de la légalité, ils essayent de rentrer par la fenêtre de la sédition. C'est pas possible. C'est-à-dire ils veulent bien accepter le débat démocratique à condition qu'il leur soit favorable. On a vu ça pour les retraites, on a vu ça pour les tas de dossiers. Écoutez, ça ne s'appelle pas la République, ça ne s'appelle pas la démocratie. Donc ce qu'ils font est absolument contraire à nos valeurs fondamentales. Et je vous apprends aussi par ailleurs que Sylvie Retailleau, qui est ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a présenté sa démission au président de la République hier, démission refusée. Bon. Il a accepté celle d'Aurélien Rousseau. Rousseau, lui, on l'a pas empêché de partir. Aurélien Rousseau, il doit se dire, mais moi, on a accepté la mienne, alors c'est que je suis nul. Et non, mais là aussi, c'est n'importe. Non, mais je pense qu'aussi, il y en a un qui a insisté, il y en a une autre qui n'a pas beaucoup insisté. Sylvie Retailleau a donc peu insisté. Vous savez, dans les démissions de ministres... Je pense que quand on veut vraiment partir, on part. On présente sa démission pour la forme. La plupart des ministres qui présentent leur démission, leur plus grande angoisse, c'est que le président les accepte. Bien sûr. Non, mais parce qu'ils aiment réellement. Je pense que Aurélien Rousseau voulait vraiment partir. Oui, parce qu'il ne voulait pas détricoter l'AME. Voilà. Mais oui, au moins, il s'est mis en conformité avec moi, je respecte ça. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. On va parler de Gérard Depardieu. Parce que, à contre-courant, Emmanuel Macron a volé au secours de Gérard Depardieu hier. Et on va l'entendre et on va voir vos réactions. À tout de suite dans Punchline sur CNews et Europe.